Alors, vous savez aujourd'hui qu'on a deux écoles. Une école maternelle primaire, puisque ça c'est au nombre de classes, hein, qui est Charles Perrault, et un groupe scolaire, puisque le nombre de classes est plus important, à Vivaldi. Ce groupe scolaire va être scindé à la rentrée en une école maternelle et une école privée. Une école primaire, pardon. Alors, ça ne change rien d'un point de vue physique extérieur. Simplement, par rapport au nombre de classes, aujourd'hui, le directeur chapeautait les 21 classes et avait une décharge complète. En fait, en faisant une école primaire et une école maternelle, ça permet de conserver la décharge complète sur l'école primaire et d'avoir une 3/4 de décharge, Diane, je dis pas de bêtises, c'est 3/4 de décharge en maternelle pour la directrice. Donc c'est-à-dire qu'administrativement, comme ils ont de plus en plus de travail administratif, au lieu d'avoir un temps complet qui gère l'ensemble de l'administratif du primaire et du maternel, on aura un temps complet 70, presque 2. Donc ça permet de dédoubler un peu les missions pour l'encadrement, et comme il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui rentrent, qui sortent, pour aller à l'orthophoniste, à ceci, à cela, machin, hein, c'est quand même assez plus confortable pour la gestion et le fonctionnement de l'école d'avoir un peu plus de personnel administratif, ce qui nous coûte d'ailleurs à rien, puisque ça c'est du personnel d'éducation nationale. Hein, donc ça n'a pas d'impact pour la commune. L'autre impact que ça a et qui peut être intéressant, c'est que l'État utilisait les groupes scolaires pour bouger un certain nombre d'élèves et éviter d'ouvrir des classes. Alors ça, fermer, ils savent faire, c'est pas un souci, mais pour en ouvrir, c'était plus compliqué, ou des fois vous atteignez le chiffre et hop, on voulait basculer en maternelle où vous aviez encore un petit peu de trucs, ou en primaire, et comme ça ouvrait pas de classe. Donc là, ça permet d'être obligé de comptabiliser les 24 et les 28 de moyenne suivant les niveaux sur les maternelles, et les 24 et les 28 de moyenne, puisque maintenant il y a 2 seuils, hein, sur les primaires. Donc normalement, ça devrait générer à la rentrée une ouverture de classe. C'est ce qui nous était annoncé. Je temporise parce qu'au vu des inscriptions, on a encore une grosse chute, puisqu'on a 117 départs de CM2 vers la 6e, et on n'a que 88 entrées de petits. Donc ça veut dire que les 30 et quelques qui va nous manquer là, c'est peut-être la classe qui n'ouvrira pas, qui devait ouvrir et qui n'ouvrira pas. On a un rendez-vous avec l'inspecteur d'ici peu de temps pour travailler avec lui là-dessus, et qui nous dise s'il ouvre ou pas de classe. Voilà, pour un petit peu l'organisation. Donc sur ces 2 écoles, on a les services d'accueil du matin et d'accueil du soir, et de centre de loisirs. Et le centre de loisirs, il est concentré sur Vivaldi, puisque les mercredis, ça permet d'avoir un seul endroit, puisque de toute façon, la taille de l'école Perrault ne permettait pas d'avoir un centre de loisirs là-bas. Donc le centre de loisirs qui existe depuis très longtemps, vous connaissez, c'est le primaire, le bâtiment qui existe, et le centre de loisirs maternel, il était, lui, dans les locaux de l'école Vivaldi, et l'idée, c'est de à la fois le sortir, parce que c'était des locaux adaptés, mais pas super adaptés. Vous allez voir que ce qu'on prévoit de faire, c'est vraiment des locaux très adaptés aux maternelles et aux petits. Et puis, de relibérer aussi des locaux pour l'école, pour améliorer les dortoirs, pour pouvoir améliorer 1 ou 2 classes supplémentaires si dans l'avenir on devait en avoir besoin, etc., etc., etc. Donc, le positionnement, donc vous voyez tous où est-ce que ça se situe, hein, c'est sur le périmètre de l'école Vivaldi. Alors, vas-y, tu peux mettre, Charlotte. Sur l'idée, aujourd'hui, ça devrait se présenter comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ici, au milieu, le bâtiment à toiture rouge, c'est le bâtiment existant du centre de loisirs. Okay, c'est le centre de loisirs primaire qui existe, celui qui est vertical. Là, c'est la rue de Noé-Fort, ouais, c'est la grande rue. La grande rue est au fond, et ça, c'est Noé-Fort. Et ça, c'est rue de l'Ormois. Ok, donc, le centre de loisirs, il est là. Aujourd'hui, vous avez les 2 hexagones, les 3 hexagones en haut à gauche qui existent. Le petit et le grand, ancienne cantine, et celui qui est juste en dessous, l'agrandissement de la cantine, côté maternel, qu'on a fait il y a 2 ou 3 ans. Voilà ce qui existe. Les 4 gros hexagones qu'il y a en dessous, c'est ce que va être le centre de loisirs maternel.
Donc c'est sur le même principe que la cantine. On le colle à la cantine avec un contact, vous allez voir sur les plans intérieurs, avec un contact à l'intérieur pour que les petits en hiver n'aient pas besoin de sortir entre le centre d'activité et la cantine. C'est aussi pour permettre de libérer la gestion des manteaux, des chaussures, etc. Et puis le confort, ça permet quand il fait un temps exécrable ou quand il flotte, de ne pas avoir les enfants qui sont obligés de repasser par l'arrière, par le dehors, pour pouvoir aller à la... sur ce plan-là, on voit, le pointillé que vous avez au milieu, c'est le parking actuel. Ok ? Parce que l'idée, si tu peux revenir au plan d'avant, c'est d'avoir un espace entièrement piétonnier entre les deux bâtiments, pour que les enfants soient complètement en sécurité. Aujourd'hui, les voitures, elles rentreront, le parking qui est au milieu, il est là, donc elles rentreront là. La seule voie d'accès, c'est une fois par jour, il y aura une barrière, une fois par jour le matin pour le camion livraison de la cantine. Ce qui fait qu'à partir de la deuxième rangée d'arbres que vous avez à l'intérieur du terrain, là, tout le reste est piétonnier et il n'y a plus aucun véhicule qui passe. C'est quand même plus sympa pour la sécurité et surtout ça répond à une question, à une inquiétude des parents d'élèves parfaitement légitime en ce moment, c'est qu'on va rechercher les enfants le soir sur le parking, on fait très attention, on a remis de l'éclairage, etc. Mais il y a un jour ou l'autre, il y en a un qui peut passer sous une voiture sans que ça se, voilà, sans que ce soit ni voulu ni mais c'est un risque. Donc le fait d'éliminer ce risque-là permet d'avoir les enfants en sécurité et d'être tranquille. Alors autant vous dire que ce genre d'équipement, on a essayé de le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'on a pris un architecte spécialisé là-dedans et on l'a fait travailler avec nos personnels. C'est-à-dire que ce n'est pas les élus qui ont décidé, tiens, ça ce sera comme ci, ce sera comme ça. Non, non, on a dit voilà, les professionnels c'est vous, comment est-ce que ça doit être organisé, comment ça doit être articulé, qu'est-ce qui nous... Voilà, pour que vous ayez un centre qui soit le plus proche des besoins et de vos attentes. On en arrive sur ce plan-là. Et on va le grossir un peu. On a vu qu'on pouvait zoomer pendant la répétition. Voilà. Alors, on va sur la partie du fond. Voilà. La partie communique avec le restaurant scolaire. C'est une partie sanitaire, dortoir, lieu de rangement, au fond du bâtiment, qui donne sur des pavillons, donc au calme. Pas sur la cour de récréation devant, puisque c'est l'endroit qui doit servir pour les siestes, les temps calmes, le dortoir. Hein. Ensuite de ça, quand on revient dans les deux salles d'activité, on a deux grandes salles d'activité avec une cloison mobile, mais une cloison surtout qui est phonique, ce qui permet aux animateurs soit d'avoir un seul grand espace s'ils ont besoin de faire une activité avec tous les enfants, soit de pouvoir chanter en deux groupes et faire, s'il y a du chant d'un côté, ça n'empêche pas les autres de faire autre chose de l'autre côté. Hein. C'est le but de la manœuvre, soit le plus polyvalent possible et qu'ils puissent faire à peu près toutes les activités qu'ils ont envie de faire à l'intérieur de ce centre. Et ça nous a permis aussi de pouvoir remettre des locaux pour eux, parce que un petit bureau de direction, il y a toujours besoin pour pouvoir recevoir les parents, pour pouvoir s'isoler et discuter calmement. Une petite partie infirmerie, ça c'est obligatoire, et aussi quelques locaux pour les animateurs, parce qu'on manque toujours des casiers pour pouvoir poser les affaires, etc. En particulier pour leur dire, vous laissez les téléphones portables dans le casier, il faut qu'il y ait des casiers. Hein. Sinon, voilà, c'est un petit trait d'humour, parce qu'il y a souvent des parents qui nous disent ouais, on les voit, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Si on veut qu'ils puissent laisser les téléphones au casier, il faut qu'il y ait des casiers. C'est aussi simple que ça. Et puis, voilà, désolé. Donc, vous avez la partie de la quatrième qui fait un espèce de préau couvert pour quand même pouvoir faire des activités en extérieur, mais abrité, parce que sinon, c'est pas sympa. Alors, voilà ce que ça va donner visuellement. Donc vous avez, ça c'est alors celle-là, c'est la vue de la face nord côté cantine restauration. Ok, donc vous voyez le quatrième hexagone qui sert de préau. Voilà ce que ça donne. Et ça c'est une vue rue de l'Ormois aujourd'hui. Quand vous regardez en fait aujourd'hui le parking, la cantine se trouve derrière et le préau est là et le centre de loisirs primaire existant est à droite. Alors,
voilà, la volumétrie, ça c'est vue du centre de loisirs primaire, hein, en face. Donc vous avez la partie cantine, la partie rajoutée et les quatre hexagones avec celle qui avance avec le préau. Alors c'est bien joli, hein, c'est assez sympa. Maintenant, la douloureuse, c'est comment on finance. Alors, aujourd'hui, prévisionnel, hein, c'est toujours prévisionnel parce qu'on est bien obligé de faire travailler les archis. Donc il y a des dossiers qui sont déjà enclenchés avec des permis, avec des chiffrages, etc. pour qu'on puisse faire les demandes de subvention aussi en fonction d'une réalité à peu près proche de ce que ça sera. Après, voilà, il y a l'exécution du marché, c'est des marchés, donc les gens répondent, peut-être un peu plus cher, peut-être un peu moins cher, bon, voilà, ça fait partie des différents choix. Donc, on est sur un prix à peu près 3 480 000 euros TTC, donc 3,5 millions en gros, donc on est un petit peu en dessous de 3 millions hors taxe, de 8, de 7 dans ces eaux-là. Là-dessus, on a donc le fonds d'aménagement communal, la deuxième partie des 600 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 300 000, la deuxième partie qui est affectée à ça. On a fait une demande de CAR, contrat d'aménagement régional, donc c'est la ligne que vous avez au-dessus, où généralement c'est aux alentours d'1 million. De temps en temps, en ce moment, comme il y a beaucoup de demandes, c'est 800 000, mais enfin c'est entre 800 000 et 1 million à peu près. Ça, c'est donc le fonds d'aménagement communal, il est déjà acté. Le contrat d'aménagement régional, il est en bonne voie, le dossier est fait. Il risque juste éventuellement d'être décalé d'1 an, parce qu'en fait, pour que la région s'engage et que ce soit fait dans le timing qui est normalement destiné, la région, il y a certains dispositifs de subvention quand c'est des grosses sommes comme ça qui sont conditionnés à des autorisations de l'État. Donc c'est-à-dire que l'État doit donner son aval pour la réalisation de l'équipement s'il est suffisamment financé. Donc aujourd'hui, sur cet équipement-là, nous, on a ces financements-là, on a une grosse partie de celle de la commune qui va se rajouter, et on a surtout deux inconnus qui sont les aides de l'État. Je vous en parlais tout à l'heure en disant que on vous a rabattu les oreilles des contrats d'aménagement, que l'État investissait énormément, etc. Moi, je vais vous dire, hein, il y a deux dispositifs en Seine-et-Marne qui sont la DECIL, c'est piloté par le préfet de région, et la DETR qui est pilotée par le préfet de département. Enveloppe de la DETR de l'année dernière, 14 millions et des bananes sur la Seine-et-Marne. Enveloppe de cette année, 13 300 000. Donc j'avais fait une demande de DETR au préfet à 378 000. Le sous-préfet m'a appelé en disant « Oh, bah, je suis désolé, j'ai pas pu vous donner, vous savez, vous êtes nombreux, on est obligé de faire des arbitrages, 378, c'était beaucoup. » Super, merci. Donc on ne fait pas un truc pour se faire plaisir, hein, on fait un truc pour accueillir des enfants. Mais c'est pas grave, c'est pas dans vos priorités, c'est pas grave. Donc DETR, 0, cette année. Alors, on fera la demande l'année prochaine, peut-être qu'on aura un petit peu plus de chance. DECIL, on a toujours pas la réponse. Normalement, la réponse devait être en avril, et on nous a annoncé juin. Sauf que la décision pour dire à la région si on a le droit d'avoir la subvention de 800 000, elle va tomber en mai. Donc, dans le timing, ça risque d'être excessivement serré pour cette année en matière du financement. Alors, on l'avait piloté, on l'avait prévu, c'est aussi pour ça qu'on sait que cet équipement-là, il sera fait sur 2 ans, 23-24 ou 24-25, ça dépendra des financements que l'on a. C'est pareil, si les permis de la zone d'activité sortent et qu'on est sûr d'avoir 4 millions de recettes, la question ne se pose plus. Tant que ce n'est pas sûr, la question des financements se pose. Voilà, c'est la difficulté d'arriver à sortir tous ces équipements-là dans les timings qu'on veut, c'est qu'il y a un certain nombre de choses derrière qui sont indépendantes de notre volonté ou auxquelles on doit se soumettre. On ne peut d'ailleurs, et c'est aussi le problème des subventions, pas démarrer les travaux tant qu'on n'a pas la notification. Si vous démarrez des travaux et qu'on vous donne la notification après et que ça se sait, vous perdez la subvention. Ou alors, il faut avoir fait une demande de démarrage anticipé des travaux et on vous la donne en vous disant « mais ça ne garantit pas que vous ayez la subvention ». Ah oui, d'accord, alors j'engage les travaux, mais si vous ne me donnez pas l'argent pour le payer, je fais comment? Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que c'est excessivement complexe dans la réalisation et dans le timing de l'organisation, surtout quand on est en multifinancement.
Si on payait tout seul de notre poche, on n'aurait rien demandé à tout le monde, ce serait pratique, on n'aurait pas de souci là-dessus. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Ok? Voilà un petit peu pour le financement. Bon, puis il y a aussi une participation de la CAF, hein, à hauteur de... Alors, sur les 466 000, il y a 300 000 euros de subvention. Et alors, ça, c'est des malins. Eux, il y a 166 000 de prêts à taux zéro, en fait. Je vous donne un petit peu d'argent, mais il faut quand même leur rembourser dans les années suivantes. Est-ce qu'on a tout dit là-dessus? Hein, dans le timing, donc on peut revenir un petit peu à celle d'avant au timing. Bon, on pense que c'est un équipement qui sera quand même assez sympathique et assez accueillant. J'ai oublié de vous dire une chose, si on est resté sur ce mode de construction-là et sur cette volonté-là, c'est aussi pour répondre à des normes environnementales, puisque vous avez bien compris que ce serait un bâtiment 100% bois. Alors évidemment, normes incendies, etc. Ça fait toujours peur quand on parle de bois sur des bâtiments, on se dit oh là là, mon Dieu, s'il y a le feu, comment ça se passe? Non, c'est parfaitement étudié, mais tout ce qui est ossature, et puis surtout, ça nous permet d'avoir des équipements qui sont nettement moins énergivores en matière de consommation d'énergie que les bâtiments qu'on a aujourd'hui. Hein. On a aujourd'hui un bâtiment qui va évoluer, c'est l'école Charles Perrault, où on enlève, qui était entièrement à l'électrique, et qui est un gouffre, parce que c'est à l'époque où on ne se préoccupait pas de l'isolation, donc on a fait des belles écoles entièrement vitrées, etc. Donc c'est effectivement très joli, hein, les architectes se sont fait plaisir. La grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour les chauffer, pour vous donner une idée, avant crise, hein, parce que j'ai pas osé demander à Thierry depuis, mais comme vous avez vu que la note de chauffage et d'électricité a doublé, on peut imaginer. En mois d'hiver, à l'école Vivaldi, en chauffage électrique, on était à 6 000 euros d'électricité par mois. Perrault, j'ai dit quoi? Pardon, à Perrault, on était à 6 000 euros d'électricité par mois. Janvier, février, enfin sur les mois, décembre, janvier, février, sur les mois... donc on a allègrement dû dépasser les 10 000. Donc le marché d'Alcat qu'on a renouvelé, le marché de chauffage, fait que cet été, on va basculer... alors à l'époque, ce qui avait été piloté et prévu avant la crise, c'était le gaz. Ça restera quand même de toute façon nettement moins énergivore que l'électricité et les espèces de grille-pain qu'on avait dans cette école. Voilà. Et puis, donc voilà, donc vous dire que c'est un bâtiment qui sera... aux normes environnementales, ce qui nous permet aussi, puisque j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je vous ai donné les montants, mais dans les demandes de subvention, aujourd'hui on arrive à avoir des bonus et on arrive à avoir les maximums parce qu'on fait des bâtiments qui sont avec des empreintes quasiment neutres ou proches du neutre. Hein. Si on faisait de la construction classique, au lieu d'avoir 800 000, vous n'avez que 500 000 de subventions. Tout est piloté, tout est organisé pour qu'on ait des subventionnements qui soient plus forts.